Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Unblur. Donc voilà, je vous laisse vous présenter un petit peu votre projet. Du coup, moi c'est Nina, donc la fondatrice d'Unblur, et je suis avec Adrien, qui est mon associé. Bonjour. Alors, Unblur, c'est un projet de conseil en cohérence scientifique pour la fiction. Donc c'est vrai que ça a l'air un petit peu nébuleux comme ça, on comprend pas tout de suite. Mais l'idée derrière ça, c'est que quand on est auteur, quand on est autrice de fiction, on est souvent confronté à des disciplines qu'on ne maîtrise pas ou peu, selon le genre qu'on écrit. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, j'ai envie d'écrire un thriller scientifique avec un virus et j'y connais pas grand-chose en biologie, en épidémiologie, etc. Même si on a tous un petit peu appris quelques trucs avec, avec le Covid. Ça peut être, je vais écrire un roman historique, mais j'ai pas de formation en histoire, donc j'ai beaucoup de mal à trouver mes références, comment faire mes recherches, etc. Donc il y a beaucoup de disciplines comme ça. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux auteurs un accompagnement. Enfin, on leur propose différents services, on va dire, où en fait, on va mettre à leur disposition des experts dans plusieurs disciplines pour les accompagner dans leur aventure d'écrire un livre. Alors ça peut être du tout début des premières idées où on va brainstormer avec eux, ou ça peut être le manuscrit est déjà terminé et ils veulent juste que quelqu'un relise sous ce prisme-là de la cohérence scientifique pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est ça le cœur de notre projet. Ok. Est-ce que tu veux te présenter, dire ce que tu fais un peu dans le projet ? Oui, du coup, moi j'ai débarqué ici il y a 2 mois. Nina a lancé le projet depuis 2 ans déjà. Et donc moi je suis associé plutôt sur le point de vue physique. Disons que je suis physicien de formation et donc je viens participer d'une part à la création du projet, au bon fonctionnement de l'entièreté de l'entreprise et d'autre part parler donc de la physique. Okay. Un vaste sujet. Très bien. Alors comment vous avez eu l'idée de lancer ce projet et après on parlera un peu du nom. Voilà. Ok. Du coup, ça s'est passé. Donc moi, je suis biochimiste de formation, mais je suis aussi passionnée d'imaginaire et passionnée d'écriture aussi. Donc, d'écriture créative. J'aime bien écrire des romans sur mon temps libre, on va dire. Et à la fin de mes études, je me suis rendu compte que ça allait être difficile de concilier ces deux passions-là. Et surtout, en fait, je voyais un besoin, disons, dans les forums d'écriture que je pouvais fréquenter. Je voyais souvent des auteurs poser des questions plutôt spécialisées, essayer de trouver des personnes qui s'y connaissaient, par exemple en médecine ou en biologie ou en physique, surtout en physique. Et voilà, parfois, ça pouvait même les freiner pour commencer un projet parce qu'ils se disaient ce projet-là est trop ambitieux pour moi. Alors que finalement, s'ils pouvaient être aidés un peu plus que pour une réponse à l'une ou l'autre question, voilà, il y aurait plein de belles histoires qui pourraient encore naître. Et donc, voilà, moi, je savais que je voulais entreprendre et je me suis dit, à un moment, je sais pas, il y a eu un déclic et je me suis dit, en fait, si j'étais vraiment audacieuse, c'est ça que je ferais. Et puis du coup, j'ai candidaté à l'incubateur et j'étais prise tout de suite. Et c'est là que voilà, je me suis lancée là-dedans et je me suis pas posé plus de questions que ça par la suite parce que ça me paraissait assez juste. Et quand tu es arrivée à l'incubateur, ton projet il était déjà fort abouti ou pas encore, ou ils t'ont vraiment aidé à se développer? Non, ils m'ont vraiment aidé. En fait, j'avais le pitch, quoi. J'avais le pitch du projet, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Mais je savais pas du tout, j'avais aucune compétence entrepreneuriale. Donc il y a Eric, mon coach, qui m'a énormément aidée. C'est plus un mentor qu'un coach en fait. Et puis toutes les formations de l'incubateur qui m'ont permis de prendre beaucoup de confiance aussi. Et le reste, c'est apprendre sur le tas, comme un peu partout en fait. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Rien de particulier, moi, pour ce qui est de l'initiation du projet. J'ai juste été passionné par l'idée. D'accord. Alors, comment vous avez choisi le nom ? Ça fait référence à quoi ? À quelque chose ? Alors, Unblur, le nom, c'était difficile. Très honnêtement, c'était
je crois que je suis venue avec à peu près entre 150 et 200 idées de noms différents sur un carnet. Et en fait, c'est vachement compliqué parce que tu vas trouver un nom qui n'existe pas et aussi un nom qui n'est pas trop descriptif histoire d'être un peu protégeable. Et unblur, c'est un mot qui est utilisé mais qui n'existe pas. Et il est utilisé plutôt dans le domaine de la photographie, de l'image, parce que c'est déflouter une image. Et finalement, ça allait vachement bien avec l'idée du projet qui était de rendre moins nébuleux des disciplines qui sont compliquées à première vue pour des gens qui n'y sont pas formés. Donc voilà, c'est comme ça. Très bien. Et toi, du coup, t'es arrivé après, donc le nom était déjà trouvé à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez déjà aidé beaucoup d'auteurs ou d'autrices Alors, on n'a pas encore aidé beaucoup d'auteurs et d'autrices, mais on en a aidé quelques-uns. Donc là, en fait, c'est seulement depuis très récemment qu'on peut légalement facturer nos prestations. Donc ce qu'on a fait, c'était faire plutôt des bêta-tests. Donc on offrait gratuitement nos prestations à des auteurs simplement, et puis ils nous faisaient un retour pour voir si ça les aidait ou pas. Donc là, on a travaillé avec trois auteurs et autrices. Je crois que c'était 3 autrices en fait, jusqu'à présent. Et ça se passe bien et c'est très chouette. Mais on ne demande qu'à rencontrer plus d'auteuristes. Est-ce que tu peux dire de quoi ça parlait, les histoires que ces autrices-là avaient écrites ? Alors, je ne peux pas parler des histoires, mais par contre, je peux parler plutôt du genre littéraire. Donc, on a eu... celle-là, c'est moi qui m'en suis occupée. C'était une nouvelle de science-fiction. Qui était plutôt... qui parlait de chimères, et qui essayait un peu de réconcilier cette vision mythologique de la chimère avec la vision biologique de la chimère, qui fait quelque chose de totalement différent, mais qui était très intéressant. Alors, on a eu aussi une autrice qui écrivait de la fantaisie historique, il me semble que c'était. Là, j'avoue que j'ai pas lu le texte, vu que c'est pas moi qui m'en suis occupée, donc je sais pas très très exactement. Et alors, on a eu aussi une autrice qui écrivait un roman de science-fiction humoristique. Et là, c'était plutôt sur l'aspect physique qu'elle demandait des retours. Donc là, encore une fois, j'ai pas lu le texte, mais voilà, c'était 3 registres du coup tout à fait différents. Non, ça va. Ok. Donc, comme je dis, je probablement pas beaucoup participé, mais ce que j'ai à dire, je le dirai. Alors, du coup, j'imagine que vous lisez beaucoup. Est-ce que vous avez des recommandations, que ce soit en science-fiction, fantasy, n'importe quoi, à nous proposer ? Des recommandations plutôt pour des personnes qui voudraient découvrir les genres. Alors, donc moi, je lis énormément de SFFF, donc science-fiction, fantasy. Peut-être un peu moins de fantastique, mais je lis beaucoup de ces 3 genres-là. J'ai eu pas mal de coups de cœur récents. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je dirais que mon dernier et plus grand coup de cœur en date, c'était L'ours et le rossignol. Je crois que c'est de Catherine Arden. Et c'est de la fantaisie historique qui se passe dans la Russe médiévale et qui est... voilà, c'est un très chouette roman, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué et qui en fait marqué énormément de jeunes auteurs et de jeunes autrices, c'est l'auteur Pierre Bottero avec La quête des Willan, Les mondes des Willan, Elana, etc. Enfin, c'est fou comme quand on parle un petit peu à des auteurs-autrices, on se rend compte que c'est souvent cet auteur-là qui a donné envie d'écrire, en tout cas de l'imaginaire. Alors récemment, gros coup de cœur pour Meute de Karine Renberg aux éditions ActuSF.
voilà, je sais pas. Il y a vraiment trop, il y a vraiment trop à dire. Ok, trop bien. Et toi? Pour celle-là, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Personnellement, je suis pas du tout spécialisé, je veux dire, dans mes lectures. Je lis beaucoup, mais de tout, vraiment. Et donc, en termes de coup de cœur, science-fiction plutôt, fantasy, j'ai lu beaucoup dans mon enfance, mais ici, je sais pas pourquoi, enfin, ça se met plus, ça me tente plus. Mais science-fiction, c'était un bouquin qui s'appelle Autobiographie d'une machine Ktistek. Je saurais même plus dire le nom de l'auteur, mais je crois que, enfin, il doit pas y avoir beaucoup de noms avec un titre pareil. Ktistek, ça s'écrit K-T-I-S-T-E-Q-E, donc je crois qu'il n'existe pas ce mot, mais bref. C'est de la science-fiction absurde, en fait. Et enfin, j'ai peu trouvé ce genre ce genre littéraire où finalement, enfin, c'est un peu dans la veine du Guide du voyageur intergalactique. Et voilà, c'est vraiment science-fiction où c'est une machine qui prend sa conscience de soi et qui du coup recherche un peu une quête holistique de compréhension de l'univers. C'est quelque part peut-être inspiré de cette machine qui trouve cette réponse, mais bon, voilà, lui il ne la trouve pas, sans vouloir spoiler. Puis sinon, oui, de tout genre. Ici récemment, Nina m'a repassé la série, comment ça s'appelle, la 8e couleur. C'était Terry Pratchett. Terry Pratchett, oui, qui Les écrit Annales du beaucoup. Disque Monde, ou c'était pas ça? Voilà, c'est ça. Les Annales du Disque Monde, c'est le nom de la série. Et enfin, il a une écriture assez dense. Et ouais, j'aime bien. Voilà. Ok, trop bien. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour lire plus? Parce que aujourd'hui, il y a plein de monde qui passe beaucoup de temps devant les écrans et on prend moins le temps de lire. Est-ce que vous avez des petites astuces pour lire plus souvent? Enfin, est-ce que vous avez une routine de lecture ou pas? Enfin, voilà. Alors, moi, ma routine lecture, enfin, disons que Je sais pas, ça va un peu. quand j'ai... Ouais, non, mais c'est vrai. En Mais, fait, simplement... les habitudes de lecture, quoi. Ouais, je dirais que moi, ce qui m'aide le plus à lire beaucoup, c'est que j'ai pas de télé. Ok. Donc, mon compagnon et moi, on a choisi de ne pas avoir de télé et d'avoir des bibliothèques à la place. Donc, le soir, on lit. Voilà. Sinon, je dirais, j'ai quand même pas mal de conseils. Je dirais que pouvoir associer en fait la lecture à un autre moment de la journée, souvent ça aide pour créer une routine, par exemple lire au petit déjeuner ou lire dans les transports en commun. Après, si on est plutôt du style à passer beaucoup de temps sur son téléphone, il y a aussi des applications de lecture qui sont vraiment sympas. Par exemple, il y a Doors Story qui est c'est une start-up qui a pour ambition de devenir le nouveau Netflix du livre. Donc voilà, avec un abonnement, tu as accès à un catalogue vraiment infini d'histoires qui sont sous forme de séries littéraires. Et donc voilà, moi c'est pas spécialement mon truc, mais je pense que ça peut être une chouette façon de ramener la lecture sur le téléphone et surtout que chaque épisode va très vite, donc quand on est dans le bus, dans le train, dans une file d'attente et tout, on peut lire un petit peu. Et sinon, je dirais que la meilleure façon de pouvoir, de lire, c'est de pas se prendre la tête en fait et de choisir des livres qu'on a envie de lire, qu'importe ce que les gens en pensent, qu'importe le genre littéraire. Si voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est de lire, je sais pas moi. De lire de la fantaisie ou de lire de la romance, voilà, on lit de la fantaisie ou on lit de la romance. Et on lit ce qu'on a envie de lire et surtout, on se trouve des petites habitudes, une petite, je sais pas, une série ou un auteur où on sait qu'on va lire très vite parce qu'on est à fond dedans. Et rien que ça, en fait, ça déclenche une habitude parce qu'on est à fond dans son livre et puis on en veut un autre et puis on veut pas que ça s'arrête et puis c'est parti. Ok, trop bien. Que t'as des... Ouais, moi je lis de manière très irrégulière. J'ai beaucoup de moments où je lis plus du tout. Et justement, par rapport à ces écrans, ça me parle beaucoup en fait, parce que j'ai tendance à être fort gamer aussi. Et
Les moments où je lis, simplement, je me rends compte que c'est parce que j'ai des livres qui me passionnent vraiment. Et donc, enfin, ce dernier conseil de Nina, ben, c'est clairement ça pour moi. Il faut pas se dire j'ai besoin de lire, je veux lire. Ça marche pas parfois. Enfin, j'ai tout un tas de bouquins que j'aimerais bien lire. Je sais que je veux les lire, mais en même temps, je les lirai probablement pas. Et, ou bien plus tard, quand j'aurai la tête à ça, parce que enfin, c'est saisonnier, quoi. Ça va, ça vient. Et donc, se mettre martel en tête pour vouloir lire un truc qui nous intéresse ou qui nous paraît intéressant ou enfin, qui nous serait utile, que sais-je, ben, je crois que ça marche pas. Ouais, faut Et pas c'est se mettre juste- la pression, quoi. Ouais, pas se mettre la pression en tout cas. Et, et oui, sinon, moi j'ai toujours un livre sur moi, quoi. Et du coup, il y a tellement de temps de blanc dans une journée, on sait pas quoi faire pendant 10 minutes, ben, on sort le bouquin, on lit 3 pages, j'attends le début d'un cours, je sors un bouquin, je lis 3 pages, et ça avance. Voilà. Super. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui veut se lancer dans l'écriture d'un roman, mais peut-être qui n'ose pas ou voilà, qui a envie de se lancer? Alors moi, je dirais que le truc le plus important, c'est l'envie. Et que dès que l'envie est là, en fait, tout est là. J'ai envie de dire, il y a pas besoin de... Bah, il faut savoir que l'écriture, c'est pas un don, tout comme le dessin, tout comme... Enfin voilà, tout le monde commence à écrire des trucs un peu tout pourris et s'améliore. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, surtout au début, c'est suivre son envie et écrire et pas se poser 50 questions. Et après viendra le temps de reprendre son manuscrit, de le corriger, d'affûter sa technique, tout ça. Mais on va dire qu'au commencement, il y a juste l'envie. Moi je dirais je te comprends. Parce que j'ai ça, et j'arrive pas à me lancer. Ok, trop bien. Mais du coup, cette envie, moi, elle est encore à un stade très intellectuel et ça ne suffit pas. Il y a l'envie et il y a l'envie dans les tripes. Ok. Nina me dit que ça arrivera. Est-ce que le concept de votre start-up, elle existe déjà ailleurs? Parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Enfin, le conseiller, enfin, donner des conseils en cohérence scientifique pour des romans, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Et donc, est-ce que vous êtes inspiré d'une start-up qui existait déjà, ou vous avez, je sais pas si vous avez inventé ce concept de start-up ou voilà. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre start-up qui fait ça. Par contre, se faire conseiller par un scientifique pour ses livres, ça se fait. Donc il faut voir tous les remerciements qui sont... on lit quelques remerciements d'un ouvrage de science-fiction ou un roman historique et on verra que les auteurs, ils n'ont pas travaillé tout seuls, ils sont allés contacter des spécialistes. C'est un peu le principe de l'évaluation par les pairs, non? Genre, comme dans la communauté scientifique ou pas du tout? Bah du coup, c'est pas vraiment des pairs parce que du coup... Oui, ils font pas le même... Ouais, ils font pas le même métier et... moi, je dirais que c'est plus de la... En fait, ça va arriver assez rarement que des scientifiques à qui tu demandes comme ça un coup de main, relise ton livre. Ils n'ont pas le temps, en fait. Ils vont plutôt te répondre en quelques mails ou t'envoyer 2-3 papiers à lire ou te conseiller quelques ressources. Et souvent, ça va s'arrêter là, en fait. Sauf si tu as une relation privilégiée avec la personne parce que tu la connais, parce que c'est un ami d'un ami, ou parce que tu es assez connu et que la personne a envie de t'aider. Sinon, ça se fait aussi beaucoup dans le milieu du cinéma, mais plutôt dans les grosses productions, où là, ils vont s'entourer de scientifiques qui sont assez prestigieux. Et finalement, voilà, d'avoir aidé cette grosse production, ça va les rendre encore plus prestigieux. Mais c'est pas quelque chose qui est très accessible et qui a été mis en forme, on va dire, en tout cas pas à ma connaissance, comme on le fait nous. Je voudrais ajouter qu'en plus, pour le scientifique, l'idée de conseiller un livre ou une production de cinéma, je pense à Interstellar ou l'Odyssée de l'espace 2001, c'est vraiment aussi, c'est une question de popularisation de la science. La vulgarisation, c'est vraiment un gros enjeu dans la science, parce qu'on voit vite la communauté scientifique comme un monde à part, et donc je crois que c'est ce qui motive beaucoup aussi des scientifiques de parfois créer des films qui sont
un étalage de la production scientifique, de nos connaissances actuelles, comme ces deux films que je viens de citer. Et donc ça se fait, et c'est très motivant, je crois, pour beaucoup de scientifiques aussi, à ce niveau-là. Okay. Il me semble que Interstellar, ça a été... Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais est-ce que ça partait pas d'un papier ? Genre, est-ce que c'est pas un papier qui a donné un peu l'idée du truc, et puis ils se sont directement mis avec le scientifique pour... Alors, le fait que ça démarre d'un papier, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le film a été voulu comme un étalage. Et donc ce scientifique, Kip Thorne, qui a été conseiller scientifique, avec qui on avait fait une activité avec le Codastro d'ailleurs il y a quelques années, enfin bref, on avait projeté le film Interstellar avec sa compagnie. Il était venu pour le prix Georges Lemaître à l'UCL. Et donc, je crois que c'était en 2016-17. Et donc il était venu... commenter son film, et vraiment l'entièreté du film. Évidemment, il y a tout un enjeu de créer l'histoire, un roman derrière, enfin, une histoire romancée, mais c'est aussi pouvoir montrer ses capacités de voyager à travers l'espace. Et à part le moment à l'intérieur du trou noir, qui lui est purement fictionnel, et encore... Même au sein de ce moment-là, ils se sont dit on va mettre en place des concepts mathématiques abstraits pour pouvoir montrer. En fait, ils se retrouvent à l'intérieur d'un cube en 4 dimensions et ils l'illustrent un peu à leur manière. À part au sein du trou noir, l'entièreté du film est voulu hyper cohérent, quoi. Voilà, un film passionnant. Trop bien. Donc, du coup, vous vous lancez sur Twitch. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans vos émissions et comment se sont passées les premières émissions ? Oui. Alors, pour l'instant, on a fait une seule émission qui a été, on peut dire, un flop. Il y avait deux participants. Une participante qui est partie un peu plus tard, qui était une amie à moi. L'autre participant, c'était donc le copain de Nina. Et il était dans le salon là à côté, alors que nous, on était dans le bureau. Donc oui, la difficulté, c'est de se créer un peu sa communauté. Mais sinon, ce qu'on propose, c'est vraiment, au départ, un atelier d'écriture où simplement on a mis quelques contraintes. L'idée, c'était une soirée sur la Lune. Et puis, en soirée retour, où après cet atelier d'écriture, où on aurait eu des productions des participants, on aurait critiqué ces productions, on aurait montré un peu ce qu'on fait en fait finalement sur notre entreprise, et on aurait illustré ce que nous inspiraient ces nouvelles, et on en aurait parlé donc dans une autre soirée plus descriptive, plus là pour l'instant vous avez fait une seule émission et... Ouais. Ok. Et vous comptez en faire d'autres du coup? Bah oui. Ici, c'est pas encore prévu vraiment. On va voir comment on organise notre stratégie communication, etc. Mais c'est l'idée, de se multiplier les réseaux. Ouais, parce qu'il faut dire que là, ces derniers mois, on n'a pas mis à fond le focus sur la com, parce qu'on était vraiment occupés à concrétiser tout. Et voilà, on ne sait pas mettre l'énergie partout, et du coup, vouloir directement recommencer avec un gros event, forcément, voilà, ça a pas pris, mais l'event était vraiment cool. L'event était vraiment cool, et je pense que le jour où on aura des gens qui viendront, ils trouveront ça trop cool et ils reviendront. Ok. Et nous tout seuls, nous trois, on était dans la salle là, et on s'est vraiment bien amusés. On s'est vraiment bien amusés, ouais. Je mettrai le nom de l'émission de toute façon dans mon podcast, et comme ça vous aurez peut-être des gens en plus. Voilà. Qui sait. Alors, combien vous êtes dans l'équipe et comment vous vous complémentarisez ? Alors, pour le moment, on est 3 associés. Donc, il y a moi, biologiste, il y a Adrien, physicien, et il y a Noémie qui, elle, a un profil un peu plus ressources humaines, RGPD, admin. Et en fait, c'est vraiment chouette parce que, en fait, on est complémentaires dans le sens où, par exemple, moi, je serais bien incapable de... Les trucs administratifs, c'est ma hantise, on va dire. Et Noémie, elle a facile à le faire. Donc, je veux dire, on a tous, en fait, notre petite zone de génie, zone où on se sent bien et où c'est facile. Et on peut comme ça s'échanger un peu les choses. Et puis sinon, on est complémentaires dans les disciplines scientifiques. Après, on aimerait aussi avoir un historien, une historienne
un peu plus tard, parce qu'on en a déjà eu dans le passé et c'était très cool. Et voilà. Ok. Et puis peut-être dire aussi que des personnes qui étaient au départ dans l'entreprise, qui participaient à Unblur, sont retrouvées un peu à graviter autour du projet par manque de temps personnel. Et du coup, il y a des ressources extérieures, on va dire. Oui, c'est ça, parce que le truc, c'est que jusqu'à présent, en fait, on a toujours été bénévole, donc on ne s'est jamais rémunéré. Et fatalement, quand on arrive à un stade où on commence à terminer ses études, tout ça, on a des contraintes de vie qui font que c'est pas toujours possible de continuer sur un projet de cœur qui nous rémunère pas. Donc là, on espère quand même très bientôt pouvoir commencer à se payer un petit peu, et ça ramènera aussi plus de stabilité dans l'équipe. Ok. Et donc, concrètement, comment ça marche au service? Donc, est-ce que c'est vous qui contactez parfois... Enfin, comment dire? Comment les personnes qui écrivent, par exemple, un roman connaissent vos services? Est-ce que ça se fait un peu par bouche à oreille, ou est-ce qu'elles tombent sur vos comptes Instagram, ou enfin, voilà, comment vous communiquez un peu là-dessus? Ouais, alors jusqu'à présent, c'était beaucoup sur Instagram. On était vraiment très actifs dans la création de contenu scientifique pour les auteurs. On a un petit peu levé le pied sur la création de contenu Instagram parce que c'est très très énergivore, ça prend beaucoup de temps, et que là, on était plus dans travailler en sous-marin sur nos services, sur l'administratif, etc. Et donc oui, c'est surtout sur Instagram que les gens nous découvrent pour le moment. Après, oui, il y a eu aussi un petit peu de bouche à oreille. Enfin, j'ai pu voir que suite au bêta-test, une de nos bêta-testeuses notamment avait fait un retour sur un forum d'écriture. Donc voilà, j'imagine que si les gens sont contents, ils en parleront à leurs copains auteurs, et c'est tout ce qu'on espère, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui vous soutiennent dans votre projet? À fond, on est super soutenus, super entourés. Alors déjà, là je parle pour moi pour le coup, mais je dirais ma famille me soutient à fond, et c'est le plus important en fait, qu'ils soient... dès que j'ai un petit coup de mou et tout, ils sont en mode « mais non, vas-y, c'est trop bien, continue, c'est normal ». Enfin, je veux dire, ils sont pas une seule seconde à me culpabiliser ou quoi de pas gagner vraiment d'argent, ces choses-là. Donc je dirais que la famille, c'est hyper important. Puis on a le soutien de la team, quoi. On est tous ensemble dans le même bateau. Puis on a aussi le soutien des organismes qui nous aident. Donc ça va être l'incubateur, c'est Azimut aussi, plus récemment. Donc on est bien entourés, franchement. Et puis il y a les auteurs de notre communauté aussi qui ont souvent des chouettes messages pour nous, par exemple, même si on n'a pas eu de monde à Twitch, on a quand même reçu des messages pour nous dire que c'était quand même une très bonne idée, que la personne n'avait pas pu être là, mais continuer parce que c'est cool. Et voilà, ça donne l'énergie aussi de continuer. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé du coup la réponse à cette question-là, mais est-ce que vous avez une anecdote drôle par rapport à quelque chose qui se serait passé au début, ou enfin voilà, une petite anecdote drôle? Honnêtement, je sais pas, parce que toutes les anecdotes que je peux avoir, je les trouve pas encore drôles. donc voilà, peut-être pour une prochaine fois. D'accord, ça va. Et du coup, quel a été le plus gros obstacle à la création de votre projet? Alors, le plus gros obstacle pour moi, c'est le fait d'être sur une niche qui est très spécialisée, et surtout pour un service auquel les gens n'ont pas l'habitude, que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Parce que voilà, jusqu'à présent, les auteurs, ils se sont débrouillés autrement. On est un peu les premiers à arriver comme ça, et on est là, il faut se faire notre place, et il faut montrer qu'on existe, parce que les gens vont pas les gens vont rechercher par exemple bêta lecteur professionnel sur Google, mais ils vont pas rechercher conseiller en cohérence scientifique parce qu'ils savent pas que ça existe. Donc le but, c'est aussi de faire en sorte qu'ils découvrent qu'on existe. Et alors oui, je dirais pour moi une difficulté, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre. Surtout pour avoir une équipe stable, et que du coup ça peut aussi fragiliser un petit peu
le projet de ne pas encore être rémunéré, mais j'espère, bientôt. Ça arrive. Ça arrive. Ok. Est-ce qu'il y a un chouette projet que vous verrez bien dans ce podcast? Peut-être à l'incubateur ou même ailleurs. Que t'as pas encore, Ouais, que j'ai pas encore interviewé. t'as pas encore interviewé. Je sais pas si t'as déjà interviewé des projets comme Greensy. Non. Greensy, c'est un très chouette projet. Ok. Donc ce sont, je crois, que c'est deux filles, deux ingénieurs qui ont développé un composteur d'intérieur. Ok. Donc tu rentres tes déchets ménagers et tu sors du terreau. Franchement, tu sors pas un truc dégueulasse, tu sors du terreau. Enfin, et donc ça, c'est un projet sympa. J'ai vu... je connais pas énormément de projets en Belgique. C'est ça qui est un petit peu dommage. Parce Ça vu peut être qu'on- à l'étranger aussi. Hein, C'est plus difficile d'aller faire les Oui, podcasts. non, mais peut-être. Bah, du coup, ouais. Ou Pas forcément pour par un appel. podcast, mais juste pour faire découvrir des projets aux gens. Faire découvrir des projets. Mhm. Non, je réfléchis parce que il y a des chouettes projets que j'avais en tête. Bah, du coup, moi, je dirais que Doors, en fait, c'est un chouette projet. Voilà, il y avait Doors dont j'ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Après, j'ai vu aussi des chouettes projets, mais qui étaient peut-être un peu trop spécialisés pour que ce soit... Bah, ça dépend. Non, bah sinon... Ouais, franchement, j'aurais bien dit des form-up, mais du coup, Ouais, t'as j'ai déjà interviewé. t'as déjà interviewé. J'en ai un en tête d'un ami, mais je tombe plus sur son nom. C'est Cyclo quelque chose. Ah oui, Ah oui, on en a déjà parlé, c'est genre. c'est pas une il personne qui organise des fait- voyages. Cycloplat, c'est pas ça? Non. Ou alors celui qui fait les vélos en bois. Oui, c'est ça. Non, c'est On pas en a ça déjà non plus. parlé. Lui, c'est, Ah, enfin, il d'accord. organise des voyages à vélo. C'est l'idée de faire des trajets et des Ouais. voyages zéro carbone, neutre en Mhm. carbone. Et Crusoe, Et t'as déjà, avec- Non. t'as déjà fait? Crusoe, c'est aussi un projet d'incubateur, mais je sais pas s'ils y sont encore. Je crois pas. Eux, ce qu'ils font, c'est un petit peu... C'est comme une agence de voyage, mais c'est pas une agence de voyage. En fait, c'est une application où, si tu veux, quand tu fais un voyage, bah, tu peux rentrer dans l'application, enfin, ton voyage, en fait, Mhm. et le partager à d'autres personnes. Et le vendre à d'autres, je sais plus si c'est... je sais pas exactement comment c'est leur modèle, mais c'est encore assez sympa. Ah, sinon, c'est déjà pas mal. On a une petite liste, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je ne vous ai pas posée? Honnêtement, non. Non, je crois pas. Enfin, Ok, peut-être un truc que j'aurais pas abordé mais qui est quand même important dans le projet ou voilà. je crois que l'interview était quand même assez complète. Ok. Désolée. Bah, c'est pas grave, c'est très bien. Ok. Du coup, Quelque part, c'est un compliment pour elle. Voilà. Ouais. c'est ça. Tu es exhaustive. Ouais. Donc vous avez beaucoup parlé d'Instagram, de Twitch. Est-ce que vous êtes présent sur d'autres réseaux? Alors, on est présent sur LinkedIn depuis, trop cool. depuis peu, donc vous pouvez nous suivre. Il y a pas de souci. Sinon, on a un site web, donc www.unblur.eu. Et en fait, c'est là qu'on explique vraiment toute notre démarche, tous nos services. Et voilà, c'est le meilleur endroit pour avoir des informations sur nous, sur qui on est et sur ce qu'on fait. Une communauté Discord. On a une communauté Un Discord. serveur. On a un serveur Discord, oui, dont le lien est dans la bio de notre Instagram. Et voilà, je dirais qu'il ne faut pas hésiter si les auditeurs ont la moindre question ou simplement, voilà, s'ils ont envie de discuter avec nous de notre démarche, de notre projet ou de leur projet, pourquoi pas, de nous laisser un petit DM sur Insta ou d'aller faire pareil sur le Discord. Donc on est très dispo et on aime bien discuter avec les gens, donc voilà. Ok. Et on va passer à la dernière question du coup. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie d'être fougueux? Alors pour moi c'est foncer, quoi.
genre un peu foncer dans la direction de ses rêves, même si on a une autoroute devant soi, et ben on prend le petit chemin de campagne. Pour moi, c'est un petit peu Sortir un peu des sentiers battus. sortir des sentiers battus, aller à l'aventure et suivre son cœur. Wow. Quelque chose de très cheesy. Moi, je vois le cheval fougueux. Ok. Et du coup, oui, ça rejoint un peu aussi cet imaginaire de, quelque part, la liberté de foncer dans une direction ou une autre et très spontanée. Et donc, ouais. La spontanéité et l'énergie. Peut-être remettre en question aussi les choses. Remettre en question les choses. Ouais, je dirais remettre en question un petit peu les injonctions, ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on pense être normal ou pas normal. Enfin, juste réfléchir au sens des choses parfois. Je pense qu'on peut être fougueux et réfléchi. Ok. Pour moi, Ouais, on c'est peut. bien, c'est complémentaire, Mhm. du coup. Ok, bah super. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? N'hésitez pas à venir nous voir. Ouais, super. Bah, même si vous n'êtes pas écrivain, participez à une séance d'écriture, tout ça. Ouais, et regardez vos posts Instagram parce que je trouvais ça très intéressant, genre toutes les... Comment dire? Par exemple, le dernier post sur le gilet pare-balles et tout, enfin, je trouvais ça intéressant. Donc voilà. Ok, bah super, bah merci d'avoir répondu à ces questions. Et voilà, Merci à toi. merci.